GIRES propose un séminaire donc qui est intitulé Face à la pandémie, des mesures économiques et sociales inédites. Donc, en fait, ce séminaire vient est tiré, on va dire, du dernier numéro spécial, numéro de la Chronique internationale, numéro spécial qui portait sur ces questions-là. Alors, ce numéro comporte un certain nombre de monographies de pays qui ne seront pas présentés, mais peut-être que les chercheurs qui ont contribué interviendront dans la discussion dans la deuxième partie de la réunion. Donc, on a fait le choix j'ai fait le choix de demander à Antoine Matt de présenter le papier transversal intitulé « Quoi qu'il en coûte », entre guillemets, c'est une citation, je crois, je ne sais pas très bien de qui, et des mesures incomparables, on verra pourquoi. Donc c'est un article de synthèse, voilà, qui est beaucoup sur les questions budgétaires, même si on verra, même si on a regardé que les mesures qui sont en partie inédites ne sont pas que budgétaires. Bien évidemment, les mesures budgétaires comptent beaucoup et vont nous intéresser ici. Puis j'ai demandé à Éric Heyer de bien vouloir introduire la discussion. Donc Éric Heyer est économiste, directeur du département analyse et prévisions de l'OFCE, et ils font plusieurs prévisions par an avec des regards budgétaires et un certain nombre de travaux dans le papier d'Antoine, et mettra peut-être ces travaux en perspective, même actualisera-t-il quelques informations, mais je ne sais pas, je lui laisserai le soin de préciser ce qu'il veut dire exactement. Alors, pour laisser du temps à la discussion et puis aux compléments éventuels justement sur les pays, je vais laisser la parole à Antoine pour entre 20 et 30 minutes max, mais je sais qu'il a beaucoup de choses à dire, donc voilà, il reviendra sur les questions budgétaires. Voilà, puis je demanderai à Éric d'ouvrir la discussion sur une durée à peu près pareille ou peut-être un peu moins, enfin il verra selon son inspiration, puis je laisserai peut-être la parole à Antoine s'il veut réagir à quelques réactions, et puis je laisserai la parole à la salle. Peut-être avant de laisser la parole à Antoine, quelques mots peut-être sur ce numéro spécial. L'idée de ce numéro spécial de la Chronique internationale que vous trouverez sur le site, libre en téléchargement, voilà, donc vous pourrez, après la réunion, continuer une lecture attentive et approfondie. Mais donc, l'idée de ce numéro était de prolonger le suivi des conséquences économiques et sociales de la pandémie. Donc, un an auparavant, on avait aussi traité, pareil, dans la Chronique internationale spéciale, la question de la crise sanitaire, mais du point de vue de la mobilisation sanitaire des États. Alors, bien évidemment, le constat qu'on pouvait faire assez rapidement, ou plutôt les interrogations, c'est que, à bien des égards, la crise, qui a été peut-être plus longue que ce qu'on avait anticipé, était à bien des égards tout à fait inédite. D'abord, elle a été inédite parce que elle a été provoquée elle-même, je dirais, par des décisions étatiques. C'est pas directement la pandémie qui a conduit à cette crise économique et sociale, c'est lié à des mesures, et en même temps, je dirais, elle a conduit à des mesures d'accompagnement, elles-mêmes en grande partie inédites. Alors, inédites par rapport à quand ou par rapport à quoi? Alors, pour les pays européens ou pour les États-Unis, c'est surtout par rapport à la crise de 2008, où on voit des réactions des États tout à fait différentes. Alors, c'était inédit à la fois par l'ampleur des mesures, donc ça, souvent des mesures budgétaires, par leur variété et par l'ampleur, on va dire, du nombre de mesures qui ont été mises en place, et aussi même par la nature de ces mesures. Alors, bien évidemment, c'est une des questions que je poserai à Éric et peut-être à Antoine, c'est qu'est-ce qui restera de ces mesures, de ce caractère inédit qui pouvait laisser penser à un changement de modèle
allez, prenons des gros mots ou des paradigmes. Voilà, est-ce qu'il en restera quelque chose après coup ou pas? Donc, ça reste une question. Alors, peut-être 4 constats. Lorsque on a fait ce numéro, il est ressorti 4 constats grossiers, on va dire, des gros. Après, il faut rentrer dans le détail. La première chose, c'est une certaine similitude en matière de mesures prises en termes de priorité, notamment en Europe. C'est moins vrai lorsqu'on compare l'Europe aux États-Unis, mais ce qui est assez frappant, c'est la priorité donnée au maintien de l'emploi et des revenus, je dirais, au regard par rapport à des mesures de maintien de l'activité productive de manière directe et immédiate. Donc ça, c'est un point extrêmement marquant et quand même une rupture forte avec ce qu'on peut voir des politiques économiques sur longue période. La deuxième constat grossier, enfin, en grosse maille, quand même le poids de l'activité partielle dont les mesures ont été renforcées, étendues et généralisées. Donc des pays comme le Royaume-Uni qui n'avaient pas ce type de mesures directes a, par exemple, mis en place cette mesure. Troisième constat, c'est on a constaté une activation de mesures plutôt inhabituelles du point de vue de ce qu'on voit dans les modèles de protection sociale habituels. Alors, on peut citer quelques exemples. D'une part, il y a eu un soin particulier, pas forcément tout à fait réussi, mais auprès des indépendants. Voilà, avec des mesures spécifiques de protection sociale vers les indépendants, vers les travailleurs précaires. On a vu, par exemple, aux États-Unis, l'État fédéral prendre en sa charge une partie de l'assurance chômage. En Italie, il y a eu des mesures qui ont concerné les saisonniers, etc., etc. On a donc plusieurs mesures qui ont été prises qui sont pas habituelles au regard on va dire, des modèles sociaux qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Voilà. Puis, quatrième constat, et qui est lié au rôle de l'IRES, c'est s'interroger sur la place des interlocuteurs sociaux ou des acteurs sociaux dans la mise en place de ces mesures. Alors, elle a été variable, mais on a vu quand même quelques modifications ou quelques changements intéressants. En particulier, on peut voir que, contrairement à ce qui s'était passé en 2008 en Espagne, les interlocuteurs sociaux ont été, consultés et ont participé à la mise en place des plans, alors qu'ils avaient été, on va dire, court-circuités très largement dans la première période. On a vu aussi des changements de ligne au Danemark, avec une prise en charge de l'État de certains dispositifs qui étaient qui concernaient d'abord les interlocuteurs sociaux, et puis dans des pays qui n'ont pas fait preuve, on va dire, d'innovation en matière de négociation collective, comme aux États-Unis. On n'a pas vu de négociation collective spécifique, mais par contre, on a vu apparaître des mouvements sociaux et des grèves importantes sur cette période qui visent à modifier le rapport de force. Donc voilà. Donc ces 4 constats transversaux qui nécessitent d'être précisés pays par pays, mais qui quand même ressortent et font apparaître un caractère assez inédit des mesures qui sont mises en place. Donc voilà pour la présentation globale et l'introduction que je voulais faire pour mettre aussi en perspective ce que va présenter Antoine maintenant, qui sera plus concentré sur des questions budgétaires. Et je te laisse la parole, Antoine, si tu veux bien. C'est bien que tu passes le diaporama. Je vais essayer de faire ça. Oui, l'objectif en fait de cet article, c'était de faire un petit peu une synthèse de travaux existants, parus ou éventuellement de données disponibles, permettant de donner un panorama comparatif des mesures qui ont été prises pour contrer les effets négatifs sur l'économie de la pandémie. Et notamment pour protéger les entreprises, les emplois, les ménages. Et comme beaucoup des mesures consistaient en une interruption ou une réduction de l'activité,
L'idée, c'était en général, ces mesures qui visaient à compenser donc les pertes de revenus d'activité. Compte tenu des données en fait disponibles que j'ai pu trouver, ça sera limité aux grands pays occidentaux, à quelques grands pays occidentaux. Alors le titre, quoi qu'il en coûte, au-delà du clin d'œil, ça renvoie plutôt donc aux mesures qui se sont traduites en tout cas par des dépenses publiques supplémentaires. Le sous-titre sur les mesures incomparables, mesures publiques donc incomparables, ça joue sur une pluralité de sens en fait, c'est-à-dire c'est incomparable au sens d'une ampleur inédite par rapport à tout ce qu'on a pu connaître dans le passé, peut-être également au sens également de mesures qui n'ont pas été comparées durant cette période. Au moment en tout cas où j'ai regardé, il y avait très peu d'éléments de comparaison. Et puis peut-être au sens également de mesures qui sont intrinsèquement non comparables ou très difficilement entre les pays en raison des limites des données disponibles. Et un des points, une de mes curiosités, parce que l'idée de ce papier, c'était de répondre à une de mes curiosités, c'était partout on entendait dans la communication politique que tout avait été fait pour le mieux et au maximum, sauf qu'on entendait cette petite musique en France, mais aussi dans d'autres pays. Du coup, on avait l'impression que dans tous les pays, tous les dirigeants avaient face à la crise étaient les meilleurs, si je puis dire. Alors du coup, il y avait une petite interrogation. Ont-ils pour autant fait la même chose? Il y en a peut-être certains pays ont peut-être fait mieux, j'en sais rien, ou moins bien, ou plus, ou moins, etc. Et en tout cas, il y avait un intérêt à comparer, à décentrer un tout petit peu le regard. Alors au départ, je pensais que ce serait simple, qu'il suffirait de trouver quelques données sur les dépenses publiques. Je caricature un tout petit peu, mais et de les nourrir notamment par les approches souvent plus qualitatives des papiers nationaux des collègues. Et en fait, bon, ça a été un peu plus difficile de ce point de vue-là. D'ailleurs, le papier s'est beaucoup nourri, ça n'apparaît pas quand on le lit, mais en fait, il s'est beaucoup nourri des discussions que nous avons eues collectivement à l'IRES, notamment à l'occasion de la discussion des articles nationaux. Je voudrais aussi ajouter que cet article, il est daté, hein, il est doublement daté. Il est daté parce qu'il a été rédigé en octobre. Ceci dit, tout ce que j'ai vu sortir depuis n'invalide pas les constats qui ont été faits. Ça tend même à les confirmer. Et puis, il est également un petit peu, il est daté au sens où il est de fait assez rétrospectif, puisqu'on a surtout regardé l'année 2020. Là où il y avait des données relativement fiables, si je puis dire, beaucoup moins l'année 2021. Évidemment, on n'a pas regardé devant nous et encore moins ce papier permet pas de répondre à l'actualité récente et aux événements qu'on a tous vus. Alors le plan un petit peu, je vais suivre un petit peu le plan du papier. On va peut-être du coup, comme tout le monde a plus ou moins suivi, je vais un peu suivre, essayer d'abord de dire les difficultés de comparaison, après avoir présenté un petit peu peut-être la spécificité de la crise, les difficultés d'obtenir des données pour comparer. Ensuite, je vais revenir sur les principales mesures budgétaires, essayer de donner quelques éléments de comparaison. D'abord par grande catégorie de mesures budgétaires en fonction de leur destination, et puis globalement, et puis je m'interrogerai, c'était un peu le sens de la conclusion, sur quels résultats, quels effets de ces mesures. Donc, c'est moi qui descends. Non, je vais le faire. Excuse-moi. La flèche à droite. C'est celle-là? C'est celle-là. Ok. Tu vois, il marche pas. On a un clavier qui ne marche pas, mais il est encore connecté à ton. Ouais. Voilà. Bon, oui, c'est une crise inédite. Je vais peut-être aller assez vite sur ce point-là. Elle est inédite par son ampleur. Elle est assez atypique au sens qu'elle est très originale par son origine, puisque c'est une épidémie. C'est pas une défaillance d'un marché.
d'une certaine manière, mais en même temps la maladie elle-même, la pandémie n'est pas la source finalement de la crise économique, mais c'est plutôt elle est la conséquence des mesures de restriction engagées pour prévenir l'extension de la pandémie, hein, et pour prévenir la dégradation sanitaire, donc avec des mesures de restriction sur les acteurs, sur l'activité, donc qui vont avoir à la fois des effets sur l'offre et la demande, donc c'est à la fois un choc d'offre et de demande. Elle est aussi également ce qu'on a vu, c'est que quelque part, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est que c'est pas l'intensité de l'épidémie qui va être la principale variable explicative des chocs sur le PIB. Là, il y a beaucoup de travaux qui le montrent. Alors là, je me suis appuyé pour la suite sur c'est quoi les facteurs d'explication du choc sur le PIB sur les grandes économies en 2020. Donc, il y a un travail qui a été fait, mais il y a eu d'autres travaux qui corroborent ce travail. C'est que l'essentiel des effets viennent finalement des mesures de police, des mesures de restriction sur l'activité qui ont été prises pour prévenir l'extension de l'épidémie. L'autre grand facteur d'explication qui vient après, qui permet notamment d'expliquer les différences entre les pays, c'est leur spécialisation sectorielle. Tout ça est assez bien connu, hein, les pays qui ont beaucoup qui ont une grande part du commerce, du service aux personnes, la part du tourisme important, etc. Donc, notamment, par exemple, les pays du sud de l'Europe vont être davantage touchés. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres facteurs qui ont également eu un impact, hein, la démographie, la part des personnes âgées, la capacité d'accueil des hôpitaux, et puis d'autres facteurs. Et finalement, les impulsions budgétaires ont eu un rôle mineur pour expliquer les divergences de choc de PIB entre les pays sur l'année 2020, hein, tout du moins. On peut peut-être passer donc à cette crise qui est assez inédite. Il va y avoir des réponses inédites des pouvoirs publics. Moi, je les ai classées en 4 grandes catégories. C'est critiquable. En plus, elles peuvent se recouper plus ou moins. Il y a d'abord ce qu'on avait vu dans le numéro précédent de la chronique internationale de l'IRES, le numéro spécial qui avait été fait fin 2021. C'est finalement les mesures de gestion sanitaire proprement dites, hein, toutes les mesures de l'État sanitaire d'une certaine manière, donc les mesures en direction du système de santé lui-même, en termes d'organisation, de moyens, etc. Et puis toutes les mesures donc de police et de restriction sur les agents privés. On a eu aussi d'autres mesures dont je ne parle pas dans l'article, mais qui ont été au moins aussi importantes que les mesures budgétaires. C'est les mesures qui ont visé à éviter les défaillances des acteurs, des mesures de liquidité. Donc, il y a à la fois eu les mesures, j'allais dire, les politiques monétaires exceptionnelles des banques centrales, notamment pour garantir la liquidité des banques et des États, voire de grandes entreprises. Dans le cas, on l'a vu. Et puis, il y a eu toutes les mesures prises par les États eux-mêmes pour garantir la liquidité des entreprises, et notamment les prêts garantis par l'État, qui ont été massivement utilisés, ou les reports d'échéance pour le versement des charges sociales ou des obligations fiscales. Il y a aussi d'autres mesures qu'on a moins soulignées, peut-être on ne les a pas assez investiguées, à mon avis, dans ce numéro de la chronique, a posteriori. C'est tout ce qui était de l'ordre des recommandations à visée économique, j'allais dire, aux acteurs privés, qui ont été plus ou moins suivis d'effet. Alors, j'indique celle en termes de clin d'œil du gouvernement français qui avait demandé aux grandes entreprises, qu'elle avait quand même beaucoup aidé à travers le chômage partiel, à travers les aides directes, etc., de modérer leur versement de dividendes. Et effectivement, en 2019, qui était déjà une année record, on a eu une légère atténuation dans certains secteurs, certaines grandes entreprises de versement de dividendes, et encore, hein, pas les secteurs de la finance, par exemple. Et puis, on a vu ce que ça a donné dès 2021. Les dividendes ont repris en flèche pour leur montant dépasse très largement le montant de l'ensemble des profits aujourd'hui. Et puis, c'est sur quoi donc le numéro, l'article porte, c'était plutôt sur les mesures budgétaires qui ont été assez exceptionnelles et surtout bien plus importantes qu'en 2008.
Alors, ce qui émergeait de la presse et des travaux, c'était toujours de dire les États-Unis ont eu des mesures XXL, pour reprendre un article de l'OFCE, et comparé à l'Europe, voilà, c'est un peu tout ce qui émergeait. Et une des curiosités que j'avais, c'était qu'est-ce qui s'est passé entre les pays européens, est-ce qu'on peut les comparer? Et d'où la question suivante, c'était où trouver l'information, quelles données pour pouvoir comparer les mesures entre pays européens. Alors, une des difficultés qu'on a vues, c'était les écarts immenses entre les annonces gouvernementales et les mesures réellement mises en œuvre. Et puis également dans les communications gouvernementales, les phénomènes d'addition de montants qui, à mon avis, sont pas sommables, en tout cas peut-être sommables du point de vue des acteurs, des entreprises, mais sans doute pas sommables du point de vue des États. Typiquement, quand on va sommer des mesures de liquidité style prêt garanti par l'État aux entreprises et des dépenses supplémentaires. En France, par exemple, on sait que le chiffre, c'est 470 milliards. Dont on sait que pour 2020, dont on sait annoncé, mais entre les annonces et l'effectif, et quand on enlève, j'allais dire, les prêts garantis par l'État, les annonces de prêts garantis par l'État et les autres mesures de liquidité, finalement, on a dépensé de manière supplémentaire en 2020 60, 70 milliards d'euros peut-être, j'ai pas le chiffre en tête, mais enfin, j'allais dire 6 ou 7 fois moins peut-être, j'ai pas fait le calcul exact. Et puis surtout, il y a des données existantes qu'on trouve du côté des organisations internationales, de certaines institutions de conjoncture, think tanks. J'ai repris ce graphique du rapport Queré, France Stratégie, sur l'évaluation des mesures prises durant la crise, qui montre selon les sources, pour 4 grands pays européens, on voit le montant des dispositifs d'urgence mis en place pour faire face aux conséquences économiques de la crise en 2020. Et toutes ces estimations sont faites entre la fin 2020 et début 2021. Et surtout, on voit d'énormes différences. C'est-à-dire, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je donne à des étudiants ce graphique en leur demandant de le commenter. Et les pauvres, ce serait pas leur rendre service parce que ce serait quand même difficile de comparer les pays avec de telles données. Le problème, c'est que ces données existent. Je suis allé, par exemple, voir les données du FMI récemment qui sont mises à jour. Elles sont mises à jour, mais elles sont toujours aussi déconnectées de la réalité, selon moi. Et le problème, c'est quand il y a des chercheurs, des étudiants, etc., qui trouvent des belles données toutes prêtes, qui portent sur 50 pays, ils les utilisent. Donc, ils font tourner leurs modèles, leurs analyses, etc. Sauf qu'on peut s'interroger sur même si les questions, les hypothèses sont excellentes. J'ai vu un papier comme ça qui était vraiment excellent de ce point de vue-là. Mais évidemment, en utilisant des données qui ne valent rien, on a un petit problème. Alors, on peut passer, oui. Donc, pour examiner les mesures budgétaires, moi j'ai retenu une classification qu'on peut retrouver dans différentes publications. Parfois, les distinctions sont différentes selon les publications. Il y a d'abord en 5 grandes catégories de mesures ayant un impact budgétaire, se traduisant par des dépenses publiques. Il y a d'abord ce qu'on n'a pas beaucoup regardé, c'est tout ce qui est les dépenses de fonctionnement des administrations, les dépenses de consommation supplémentaires. Essentiellement en 2020 pour faire face à la maladie, donc en direction du système de santé. On sait qu'en France, selon la Cour des comptes, c'est de l'ordre de 1 point de PIB qui a été consacré en 2020 pour ces dépenses supplémentaires, pour l'hôpital, etc. On a en matière de dépenses d'investissement public, on sait que 2020 ça a été une année de vache maigre, c'est le contraire, j'allais dire, il y a presque rien eu. Alors ça évidemment il y a un virage qui est pris à partir de l'automne 2020 dans des annonces en tout cas pour les années suivantes avec des plans dits de relance. Et puis il y a les 3 grands ensembles de mesures sur lesquels que je vais examiner, c'est le soutien direct aux entreprises sous forme de transfert, d'aide ou autre, les mesures de soutien à l'emploi, et notamment les dispositifs de type chômage ou activité partielle, mais pas seulement, et puis le soutien direct aux ménages. Alors on distingue traditionnellement les mesures de soutien à l'emploi parce que c'est à la fois des mesures, si je puis dire, qui viennent soutenir les entreprises et les ménages.
Alors les comparaisons étaient très difficiles. J'avoue que j'ai utilisé, selon moi, après vraiment avoir quand même utilisé beaucoup, même celles qui m'apparaissaient les moins mauvaises. Hein. Ouais, à cet égard, bon ben, entre autres, hein, il y a notamment celle de l'OCDE, voilà. Voilà, donc les données, elles présentent forcément des limites, hein, qui sont dont je vais peut-être oui, des limites, notamment une des limites, alors que les limites sont excusables vu le changement de situation, etc. Il y en a une quand même qui est très gênante par rapport à tous ces producteurs de données, finalement. Les organismes internationaux, c'est l'absence de transparence. C'est-à-dire, on balance des chiffres et derrière, on n'a pas le détail qui permettrait de comparer les données entre elles, surtout quand elles sont aussi différentes. Et ça, c'est quand même, enfin moi je trouve, on le savait déjà, mais là vraiment j'étais assez un petit peu abasourdi que ce soit à ce point-là. On peut peut-être. Alors, le premier type de grande mesure budgétaire, c'est le soutien aux entreprises, le soutien direct aux entreprises sous la forme de transfert. Alors, il faut savoir que dans l'Union européenne, c'est interdit les aides aux entreprises. Hein, c'est un des principes, dans les bases des traités. Hein. Donc là, il y a eu dès mi-mars 2020 un assouplissement des règles qui se sont assouplies énormément. Donc quelque part, les États ont pas fait ce qu'ils voulaient, mais quasiment. Et donc les aides, elles ont essentiellement, elles étaient destinées à prendre en charge le revenu des indépendants et tous les coûts fixes des entreprises, hein, notamment les petites et moyennes entreprises, pour éviter tout simplement les problèmes de faillite. Et ça, c'est venu en complément, hein, des mesures de liquidité dont je parlais tout à l'heure. Donc en France, le dispositif qui a pas cessé d'être modifié en termes de conditions d'entreprises ou de secteurs ciblés, c'est le Fonds de solidarité en France. Voilà. Qu'est-ce que je réfléchis juste sur ce que je voulais dire là-dessus. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que là où il y a une énorme différence entre les États-Unis et le reste de l'Europe, les États-Unis qu'on regarde, c'est la deuxième colonne, hein, c'est les données de l'OCDE. Qui ont consacré énormément au soutien direct aux entreprises, et ça a été plus faible en Europe. On va de 0,6 points au Royaume-Uni, en Espagne, jusqu'à 1,4 points en Italie, et en passant par un point en France, hein, essentiellement le fonds de solidarité. Une autre façon d'aider, c'est peut-être la diapo suivante, une autre façon d'aider les entreprises, et cette fois-ci plutôt des grosses entreprises de secteurs considérés comme stratégiques, ça a été tout ce qui est l'intervention de l'État sous forme d'injection de capital, de participation en capital, de recapitalisation. Hein. On a dans ce graphique les annonces faites, pas forcément réalisées, totalisées jusqu'à juin 2021 des États en termes donc d'intervention en capital. La France avait annoncé dès 2020 20 milliards. En fait, en 2020, c'est à peu près 8-9 milliards qui ont été consacrés, essentiellement à 3 entreprises, hein, Air France, SNCF, EDF, donc pour des montants extrêmement forts. Et hors aide à ces entreprises, évidemment, via la prise en charge, je pense notamment à Air France, des salaires par le chômage partiel, etc., etc. Hein. Donc on peut voir j'insiste là sur l'immensité de l'effort fait pour certaines entreprises. Y compris si on divisait ça par le nombre d'emplois sauvegardés. Je le dis, non pas parce qu'il fallait pas sauvegarder ces emplois, mais au regard des efforts qui ont été faits sur peut-être d'autres catégories de la population. Donc, il fallait sans doute le faire, mais de là à ne pas le faire sur d'autres catégories de la population pour des montants qui auraient été 10 ou 50 fois moindres, c'est juste une question qu'on reverra en conclusion, mais c'est peut-être... Bon, avoir ça en tête. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu d'assez grosses différences, hein, notamment l'Italie et l'Allemagne qui ont annoncé, mais aussi consacré beaucoup sur ce type de mesures pour sauver finalement des grandes entreprises. Peut-être la dernier type, je vais aller très vite sur la suivante. La dernière, toujours soutien direct aux entreprises, cette fois-ci non plus sous la forme de transfert et d'aide, mais sous la forme de baisse ou d'exonération d'impôts. Bon, j'allais dire que je vais aller très vite. Je signale juste que toutes ces mesures, presque toutes les mesures dont on parle depuis le début, c'est des mesures qui sont conçues pour être temporaires. Et là, on va trouver une grosse exception avec la France,
qui a décidé donc de baisser de façon pérenne les impôts de production. Alors c'est vrai, c'est pas en 2020, c'est à partir de 2021, mais c'est quand même 10 milliards d'euros, j'allais dire, y compris hors période de crise, puisque c'est une baisse pérenne de ces impôts. Voilà, on peut peut-être passer. Donc, deuxième grande catégorie de mesures qu'on a regardées, c'est les mesures de soutien à l'emploi, dont la prise en charge des salaires en cas de réduction ou d'interruption d'activité. Alors, ces mesures ont un double objet, c'est garantir la pérennité des entreprises, éviter leur faillite, voire leur permettre de repartir à la fin de la crise, et puis préserver la relation d'emploi et les revenus d'activité des travailleurs. Alors, ce qui est intéressant, ce type de dispositif en 2019, mais tous les pays de l'Union européenne à 28 ont soit introduit ce type de mesures, soit les ont améliorées. Et c'est ce qui fait quand même une des grandes différences avec les États-Unis, pour lequel il n'y a pas ce type de dispositif. Alors, ce type de dispositif, il est hors de question de retracer ce qui s'est passé en 2020, puisque même pour un seul pays, c'est difficile de retracer les modifications incessantes, semaine après semaine, des montants, des conditions d'éligibilité, des secteurs, des entreprises ciblées qui ont changé sans cesse et qui continuent de changer d'ailleurs, sans cesse. Simplement, on peut essayer de répartir en tout cas les mesures de type subvention des salaires en trois types de dispositifs. Les subventions des salaires proprement dits, wage subsidy, où quelque part on va financer des heures qui sont effectivement travaillées. Les dispositifs dits d'activité au chômage partiel, on va financer des heures non travaillées, et puis qui peuvent aller jusqu'à, lorsqu'il n'y a aucune heure travaillée, prise en charge de l'interruption totale mais temporaire de l'activité, avec parfois d'ailleurs des dispositifs qui vont, j'allais dire, s'apparenter ou en tout cas ressembler ou avoir des frontières assez poreuses avec l'assurance chômage classique. Ces mesures de prise en charge du salaire, elles ont été accompagnées aussi d'autres mesures de protection du contrat de travail. En France, on a vu l'élargissement des congés maladie à des gens qui n'étaient pas malades, mais simplement qui devaient s'occuper de leurs enfants. Et puis également l'interdiction des licenciements en Espagne, en Italie. Alors, ces mesures ont été un usage très très massif, mais différencié en Europe, beaucoup plus massif que en 2008-2009, y compris dans les pays où en 2008-2009 on l'avait beaucoup utilisé, comme l'Allemagne. Donc, on voit les pays où ça a été beaucoup utilisé. Là, on a 30% environ des salariés du secteur privé au moment du pic qui ont été concernés en France et au Royaume-Uni, par exemple. Dernier type de mesure, on peut peut-être passer ça, ce graphique. Oui, alors on voit, là, on le voit en termes de dépenses, non plus sur l'ensemble de l'année 2020. C'est une tentative, c'est des données faites par l'Institut syndical européen, donc où on voit qu'il y a des pays qui ont utilisé massivement ces dispositifs, notamment le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Le Royaume-Uni avec notamment son dispositif de prise en charge des salaires pour des interruptions totales d'activité, totales mais temporaires d'activité. Voilà. On peut peut-être passer, ça c'est quelques éléments de comparaison. Le soutien direct au ménage a fait moins l'objet d'une priorité, puisque quelque part les pays européens ont plutôt privilégié les dispositifs de chômage partiel et donc plutôt privilégié des salariés en emploi et plutôt en emploi stable. Ça a été, dans l'ensemble de l'effort budgétaire lié à la pandémie, on estime que c'est une petite partie qui a été consacrée au soutien direct au ménage, 5% dans l'Union européenne. Il y a une certaine difficulté de comparer ces mesures, parce que selon les rapports, on met pas forcément les mêmes mesures, parce que beaucoup de pays ont pris des micro-mesures, donc qui sont très difficiles à évaluer. Et puis, il y a parfois des choix méthodologiques. Par exemple, la France, dans son rapport qu'elle envoie à l'automne 2020, sur les 2 milliards qu'elle consacre au soutien direct aux entreprises, elle inclut 1 milliard de report de la réforme de l'assurance chômage, qui visait évidemment à tailler dans l'assurance chômage. Donc un report, ou inversement, la Cour des comptes, quand elle prend d'autres mesures, mais quand elle va compter le report de la réforme des APL,
hein, donc qui permet de faire de grosses économies sur les ménages modestes, comme une aide, hein, d'1 milliard faite en faveur des ménages modestes. Donc il y a ce type de choix méthodologique pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle mesure, hein, sachant aussi qu'il y avait des mesures qui ont été incluses dans les mesures exceptionnelles, alors que c'était des mesures qui avaient été décidées bien avant. Et puis il y a évidemment les politiques d'affichage, hein, des mesures. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a un grand écart entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue-là, j'y reviendrai, et un écart qui s'accroît entre 2020 et 2021, mais aussi des écarts qui semblent s'accroître entre pays européens entre 2020 et 2021. Alors, une des explications, c'est de dire, notamment pour les États-Unis, c'est la faiblesse des stabilisateurs économiques, des amortisseurs sociaux, qui expliquerait cette différence. On s'aperçoit que c'est pas tout à fait le cas. C'est peut-être une petite partie de l'explication, mais c'est loin d'être de recouvrir l'ensemble d'explications. On peut peut-être passer. J'arrive maintenant un petit peu au total. C'est le total le graphique présente le total des mesures, j'allais dire des mesures supplémentaires budgétaires en 2020 et 2021. Donc c'est les estimations d'avril 2021 de l'OFCE. Donc je crois que pour la France, par exemple, on est plus proche des 4 points de PIB en 2021 que des 3,4 pour aller vite. Hein, voilà, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un fort écart avec les États-Unis, que cet écart croît en 2021. Il y a aussi de très fortes différences quand même entre les pays européens en 2020. Ces efforts, donc, c'est confirmé lorsqu'on fait des calculs sur les impulsions budgétaires. Hein. Et quand on essaie d'expliquer ces écarts, on peut en partie les expliquer par le fait que les mesures budgétaires au total vont être d'autant plus importantes que les stabilisateurs économiques sont faibles, ce qui expliquerait notamment que les États-Unis et le Royaume-Uni et davantage, consacrer davantage de moyens budgétaires, mais aussi que le choc économique a été brutal. Hein, et on voit notamment les pays du sud de l'Europe qui ont été beaucoup plus touchés, et le Royaume-Uni également, que peut-être que les autres de ce point de vue-là. On peut passer à la diapo suivante, je ne veux pas être trop long. Alors cette fois-ci, quand on regarde par destination, c'était une des conclusions que tout le monde a vues, hein, c'est que les grands pays européens ont beaucoup privilégié les mesures en faveur de l'emploi, de type chômage partiel, et également les aides directes aux entreprises, aux travailleurs indépendants notamment. D'ailleurs, davantage les mesures en faveur de l'emploi en 2020 et davantage les secondes en 2021. Il y a une montée en charge de ce point de vue-là des secondes, alors que les États-Unis ont fait une priorité à un soutien direct, massif, des revenus, hein, que ce soit les revenus des entreprises et des ménages. Et puis, on voit aussi de très fortes différences du côté des dépenses de fonctionnement et d'investissement qui ont beaucoup augmenté en 2020 aux États-Unis. Donc, je rappelle, là, on peut voir les chiffres qu'on a déjà vus sur les aides directes aux entreprises et aux ménages. Pour les États-Unis, on a des montants incomparablement plus élevés que dans les autres pays. Et peut-être c'est peut-être pas la peine de s'arrêter sur ce graphique. Alors, quels résultats, quels effets? Alors, du point de vue des effets, ce qu'on peut remarquer, c'est que d'un point de vue, j'allais dire, de l'objectif macroéconomique, l'ampleur exceptionnelle des dépenses publiques a été un succès, hein, puisqu'il y a eu un maintien des revenus des entreprises qui a évité les défaillances des entreprises. On s'en a même craint à un moment donné qu'il y ait trop d'entreprises zombies, c'est-à-dire qu'on maintienne en vie des entreprises qui n'avaient plus aucune raison d'être. Et puis le maintien également des revenus des ménages malgré la forte récession. J'ai repris un tableau qui est dans le rapport Queré sur la part du choc économique qui est supporté respectivement par les entreprises, les ménages et les administrations en 2020. On voit, c'est la deuxième colonne, que les administrations publiques ont pris en charge une grosse part du choc économique, hein, parfois plus de 100% du choc économique pris en charge par l'État, hein, ou par les administrations publiques en Allemagne et au Royaume-Uni, et en tout cas pour des montants très élevés, à tel point que le choc a été plus sur les revenus primaires des ménages, a été plus que compensé dans certains pays. Pas tout à fait en Espagne et en Italie, qui ont quand même subi de très 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 gros chocs économiques. Je passe finalement, là, il y avait une sorte de typologie des pays, mais bon, voilà. Alors,
Une des dernières questions qu'on s'est interrogées, même si les données sont un peu lacunaires, elles le restent encore, c'était est-ce que on a protégé tout le monde, hein, au niveau macroéconomique, au niveau global, au niveau moyen, c'est un succès. On a protégé le revenu des acteurs privés, des ménages et des entreprises, mais d'une certaine manière, on sait que les secteurs ont été inégalement protégés face à la crise. Donc face aux pertes d'activité, aux pertes de revenus, mais peut-être également inégalement protégés face justement aux mesures de protection mises en œuvre. Alors le souci, c'est qu'évidemment, on n'a pas encore de données d'enquête représentatives des populations pour mesurer précisément comment ont évolué les revenus, les patrimoines, les conditions de vie en 2020 et les années suivantes, et surtout la distribution de ces évolutions. On a quand même des informations convergentes dans pas mal de pays qui pointent à une hausse des inégalités, inégalités de revenus, inégalités de conditions de vie. On a ce qui est cette fois-ci avéré par les données, c'est une hausse des inégalités d'épargne, notamment en faveur des hauts patrimoines. On sait que par exemple en France, les 7 ou 8 points de PIB d'épargne Covid, c'est-à-dire sont concentrés dans les deux premiers déciles de la population, enfin ou les deux derniers selon par où on les prend. Enfin voilà. Et puis ce que montrent aussi pas mal de travaux, c'est que quelque part la crise a eu pour effet souvent d'amplifier des inégalités ou des difficultés préexistantes sur le marché du travail. Donc, il y a eu des catégories qui ont été plus touchées en termes de perte d'activité et de revenus. Alors, tous ceux qui travaillent dans les secteurs davantage affectés par la fermeture ou la baisse d'activité, donc je le note, le tourisme, les loisirs, l'hébergement, la restauration, le commerce, mais aussi les catégories moins protégées, soit par les amortisseurs sociaux standards, type assurance chômage, ou peu ou pas beaucoup protégés par les nouvelles mesures mises en œuvre, typiquement le chômage partiel. Donc, on va retrouver parmi des catégories qui sont souvent été moins protégées, les travailleurs précaires, les intérimaires, les saisonniers, les personnes en emploi informel, non déclarées, certains indépendants ou pseudo-indépendants, auto-entrepreneurs et autres. On sait que ils peuvent pas accéder à l'assurance. Je parle des indépendants ou auto-entrepreneurs ne peuvent pas accéder à l'assurance chômage parce que le nouveau dispositif qui leur a été ouvert est quasi inaccessible de fait. Il touche très peu de personnes. Et accéder aux mesures type le fonds pour les entreprises, il est très difficile puisqu'il est calculé en fonction des revenus annuels de l'année 2019. Quand vous avez commencé votre activité fin 2019, vous n'avez pas droit à grand-chose, voire à rien du tout. Voilà. Alors évidemment, parmi ces catégories, on va retrouver beaucoup de jeunes, c'est-à-dire à la fois travaillant dans des secteurs davantage affectés, avec des types d'emplois davantage affectés, mais aussi peut-être dans certains pays moins bien protégés. Et là, je pense notamment à la France, où il n'y a pas, tout le monde le sait, il n'y a pas de revenu minimum garanti pour les moins de 25 ans. Pour les femmes, la conclusion, elle est moins tranchée que ça. C'est pas si évident que ça. Ça va dépendre. Il va y avoir globalement, c'est difficile de trancher. Ce qui tend à apparaître des quelques travaux que j'ai vus, c'est que c'est les femmes qui ont charge d'enfants et notamment les mères isolées qui quelque part ont vu leur situation davantage se dégrader, mais pas forcément les femmes dans leur ensemble. C'est beaucoup plus, ne serait-ce que voilà, pour pas mal de raisons. Et puis en France, ce qui est apparaît pas mal d'études sur l'aide alimentaire, sur certaines catégories, les étudiants, etc. Donc des études parcellaires qui sont pas représentatives de l'ensemble. C'est qu'il y a des phénomènes de paupérisation accrue, avec des laissés pour compte par les mesures prises. Alors est-ce que c'est le résultat du choix de très peu recourir en comparaison des autres pays européens au soutien direct des ménages? Alors, j'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure sur un des graphiques, mais on a consacré 0,1 point du PIB, 2 milliards aux ménages selon les différentes sources, alors que les autres pays européens sont plutôt autour de 0,5 points, c'est-à-dire 5 fois plus de soutien direct aux ménages. Et je parle pas des États-Unis où on est à côté à des niveaux stratosphériques. Et donc, l'idée de ne passer que
par le chômage partiel et le fonds pour les travailleurs indépendants, quelque part, plus d'avoir peut-être certains stabilisateurs économiques ou amortisseurs sociaux qui sont sans doute très efficaces en France, mais qui laissent passer certaines personnes qui ont beaucoup de trous dans la raquette. On pense notamment aux jeunes. Ça pose un problème. Alors, ça pose un double problème. Un problème de laisser pour compte en tant que tel. Donc, des gens qui ont des difficultés, alors beaucoup de jeunes, certaines catégories de travailleurs informels, etc. Mais aussi en termes de justice, d'équité. Dès lors qu'on a énormément aidé certains secteurs, certaines entreprises ou certains salariés ou certains indépendants, il y a un petit, c'est quand même, oui, c'est des dépenses publiques énormes. Il y a un problème d'équité par rapport à d'autres catégories qui n'ont pas été aidées ou très peu aidées. Hein. Si toute personne n'avait été aidée, à la limite, on dirait, ben oui, il y a des perdants de la crise, c'est comme ça. Mais là, le quoi qu'il en coûte, oui, quoi qu'il en coûte, mais pas pour tout le monde. Voilà, c'était un petit peu, voilà. Conclusion, les conclusions, je vais un peu passer sur tout, parce que finalement, j'ai un peu raconté tout ça. On a dit quand même, j'ai mis en rouge parce que ça me paraît important, c'est que l'Europe a globalement beaucoup protégé les emplois, d'ailleurs surtout les emplois stables, et les revenus qui vont avec ces emplois, alors que les États-Unis ont d'abord soutenu les revenus directement et laissé filer l'emploi. Dans un premier temps, il y a le taux de chômage a explosé aux États-Unis avant de revenir à des niveaux beaucoup plus faibles. Hein. On a également ce qui est apparu, c'est des grosses différences entre les pays européens qui ont été assez peu soulignées, hein, notamment le Royaume-Uni qui a fait un effort budgétaire beaucoup plus fort que les autres pays européens, qui le diminue beaucoup en 2021, donc ce qui va être un problème, même s'il reste encore à un niveau très élevé. Le Royaume-Uni s'étant aussi beaucoup passé, on n'en a pas parlé, des mesures de liquidité pour les entreprises, alors que ça va être un peu le contraire du côté des autres pays européens. Voilà. Et puis, on a en Espagne, en Italie, un effort budgétaire qui était très important, mais du fait du choc économique plus important en 2020, qui tend à diminuer en 2021. Alors, c'est un peu l'inverse en France et en Allemagne, où l'effort budgétaire, il tend à s'accroître en 2021 en comparaison de 2020, notamment à travers le soutien direct aux entreprises. La France, je l'ai déjà indiqué, il y a quand même un choix politique de fait de pas passer par le soutien direct aux ménages, alors qui peut être justifié en partie par le fait que la France est un pays où il y a des amortisseurs sociaux déjà existants, il n'y a pas besoin de nouvelles mesures, mais quand même, ça pose la question de ce que j'appelle moi les laissés pour compte. Et puis évidemment, il y a d'autres questions qu'on a laissées en suspens avec ce numéro de la chronique, hein, qui était, oui, toutes ces mesures ont un caractère temporaire. Quid quand j'allais dire la mer va se retirer, hein, quels vont être les effets de l'interruption, à la fois du point de vue macroéconomique, mais aussi, j'allais dire en termes de répartition. Hein, voilà, je termine là-dessus. C'était pas trop long. Antoine, bravo pour ce panorama dans un temps très court. Voilà. C'est juste de 2 minutes. Du coup, je vais passer la parole à Eric. Je reviens peut-être sur la dernière. Je ne sais pas, Eric, si tu vas répondre à la dernière question sur et après tout ça, comment on revient dans un. Ok, j'espère que vous voyez bien l'écran. Bon, d'abord, bonjour à tous. Merci à l'IRES et à son directeur général pour son invitation. Puis d'abord, je vais quand même féliciter toute l'équipe de l'IRES. Ce numéro spécial est extrêmement intéressant. Donc, il y a l'article qui vient de vous être présenté, mais tous les articles pays sont aussi extrêmement riches. Donc, bravo pour la richesse de ce numéro. Alors, avec un défaut, bien entendu, c'est qu'il est en statique et que les mesures continuent et surtout sont révisées. Donc, ce que je peux vous proposer là en 20 minutes, c'est quelle est ma lecture. Alors, peut-être qu'il prolonge celle qui vient d'être présentée par Antoine avec peut-être des nouveaux chiffres à la fois pour 21 et surtout des mises à jour. Mais il va falloir tout de même être extrêmement prudent parce que globalement, tout ce chiffrage n'est pas encore complètement arrêté et des nouveaux chiffres sont toujours en train de réviser aussi le passé. Bon, donc c'est une version peut-être un tout petit peu plus mise à jour à certains égards que celle qui vient de vous être présentée, mais qui n'est pas définitive non plus. Donc peut-être que
en un mot avant de rentrer, ma question, ça va être, est-ce que c'est efficace, en fait, toutes ces mesures? Je vais revenir un peu sur les mesures, mais est-ce qu'on a vu une certaine efficacité? Ou pour aller un peu répondre à une question d'Antoine, qui était de dire, bon, bah, finalement, les écarts entre pays, finalement, on les a pas trop vus à l'aune des mesures. Et peut-être qu'effectivement, les mesures n'ont pas encore porté complètement leur incidence, et c'est à venir. C'est un peu ce que je vais essayer de dire à travers cet exposé. Alors d'abord, très sincèrement, moi j'ai été assez bluffé par l'étude de 2020 de McKibben et ses équipes à Sydney, qui nous expliquaient comment une pandémie allait se transformer en crise économique. C'est un peu ce graphique, et ils nous expliquaient dès février 2020, quelque part, que ça allait nous coûter 8 points de PIB. Nous, grands pays développés, c'est cette pandémie. Et vous voyez qu'en France, les premiers chiffres, c'est 8 points de PIB, quelque part. Donc, ils se sont pas trop trompés. Et surtout, il y a deux idées intéressantes dans ce graphique. Le premier, c'est, il nous explique quels sont les canaux de transmission. Est-ce que c'est un choc d'offre? Est-ce que c'est un choc de demande? Antoine en a parlé. Et vous voyez, dans le choc d'offre, il y a deux chocs d'offre. Il y a un choc d'offre de travail, c'est le orange, et un choc d'offre d'approvisionnement. Donc, une pandémie, ça va provoquer des problèmes d'approvisionnement et des problèmes d'offre de travail pour moitié. Et l'autre moitié, c'est le bleu, c'est un choc de demande. On empêche les gens d'aller consommer. Ce qui était intéressant dans leur simulation, c'était de nous dire que quelles que soient les mesures qu'on allait prendre, est-ce qu'on allait confiner, pas confiner, fermer les écoles ou pas, prendre des mesures de soutien, ça allait nous coûter 8 points de PIB. Oui, ça c'est intéressant, ça répond un peu à la question d'Antoine. Pourquoi finalement, en prenant des mesures, il n'y a pas de différence. En gros, dans les simulations de ces Australiens, ça n'avait aucune incidence. Je pourrais y revenir si j'ai le temps, mais c'est quand même assez intéressant. Et que finalement, ce qui comptait, c'était ce deuxième graphique, c'était l'incidence que ça pouvait avoir sur la surmortalité. Et que potentiellement, on peut lire les mesures prises, non pas pour éviter la récession, en gros, c'était inscrit que, avec la sévérité d'une épidémie comme la Covid, ça allait nous coûter 8 points de PIB. OK? Donc, ça allait, on acte 8. OK? En revanche, ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas une surmortalité de un point par rapport à s'il n'y avait pas eu l'épidémie. Et donc, on peut aussi le lire comme ça, en disant, les mesures n'étaient pas là pour éviter la récession, mais pour éviter la surmortalité et casser cette corrélation un peu affichée dans ces modèles où, quand c'était récessif, ça provoquait une surmortalité. D'accord? Et donc, c'est une autre façon, peut-être, de voir l'efficacité des mesures. C'est pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue de la surmortalité. Bon, ça, je vais pas en parler parce que je suis pas compétent pour parler de la surmortalité liée à la Covid. D'un point de vue économique, quel premier bilan on peut tirer? D'abord, donc, on a des chiffres jusqu'au 4e trimestre 2021. Et donc, si vous le regardez assez rapidement, vous voyez qu'effectivement, dans beaucoup de pays, le PIB fin 2021 est revenu au PIB de fin 2019. Vous voyez, c'est vrai. Alors, et la France, de ce point de vue-là, bon, a pas une performance qui est trop négative, puisque, vous voyez, on est à 0, on se situerait aujourd'hui à 0,9 au-dessus du niveau d'avant-crise, alors que quasiment tous les pays européens se situent entre -4, enfin, -8 pour l'Espagne, ou même l'Allemagne est à -1,1. Donc, globalement, bon, il n'y a pas de décrochage de la France par rapport aux autres pays, même c'est plutôt pas trop mal. Bon, les États-Unis sont au-dessus, à plus de 3 points, mais la France était l'un des pays qui a le plus chuté pendant la crise. Donc, quand on fait l'intégrale, bon, la France a plus perdu finalement en activité que l'Allemagne, mais aujourd'hui, on est dans un point d'arrivée qui est pas si mal. Donc, McKibben a raison, mais pas complètement. C'est-à-dire que peut-être que certaines mesures ou certains soutiens ont une incidence. Quand je le fais pour tous les grands pays, enfin pas que les grands pays, pardon, d'autres que les grands pays. Alors, vous voyez, vous avez deux façons de lire les choses. Soit celle que je viens de vous présenter, c'est le marron, c'est la situation d'aujourd'hui par rapport à 2019, d'accord? Ou alors, ce qui est en couleur, c'est la situation d'aujourd'hui par rapport à celle qu'on prévoyait en 2019 pour aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu la crise, où on en serait? Vous voyez, finalement, le cas français, dire on est à 0,9, et le cas français ici, on est à 0,9 au-dessus de 2019, c'est pas mal, mais normalement, on devait faire, d'après nos prévisions, 1,2, 1,3 chaque année. Donc, vous voyez, on est en retard, et donc finalement, le vert nous explique qu'on n'a pas retrouvé le niveau qu'on aurait dû avoir sans cette crise économique. Ce que vous voyez, c'est que globalement, si je regarde que les couleurs, tous les pays
tous les pays, y compris la Chine, sont globalement en dessous, n'ont pas retrouvé le niveau qu'on prévoyait. C'est-à-dire que la crise sanitaire a bien eu une incidence sur tous les pays. Et la Chine est un bon contre-exemple. C'est-à-dire que la Chine est bien au-dessus de son niveau 2019, mais devait faire 5,8, 5,7 pendant ces années-là. Et du coup, eux aussi ont perdu. Et vous voyez que là, on retrouve un peu plus l'idée de McKibben, en disant, en gros, c'est un effet qui va être à peu près similaire dans tous les pays. La disparité est un peu moins forte. Et ensuite, sectoriellement, là, je reviens sur la France, même si on est revenu fin 2021 à son niveau d'avant-crise, sectoriellement, il y a des secteurs qui perdent encore énormément. Donc, attention à la grille macroéconomique qui peut cacher des disparités assez fortes. De ce point de vue-là, je reviendrai. Alors, comment on peut expliquer, je vais vite, cette hétérogénéité. Je pense que les mesures, tout de même, vous voyez, on connaît bien les mesures d'Oxford. Bon, elles sont, et plus vous montez, plus vous avez pris des mesures restrictives et c'est dans le temps. On voit bien que la France a tout de suite pris des mesures de restriction très rapidement et très fortes, mais après, ça a été le pays qui a le plus déconfiné. Et après, le plus reconfiné. Ça joue sur les moyennes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même si McKibben dit, c'est pas grave, parce que quand tu prends ces mesures, ça freine, mais quand tu les réouvres, ça repart plus vite. Oui, mais en moyenne annuelle, ça fait des chocs. Donc attention, on n'a pas tous eu la même stratégie dans le timing. C'est un premier point. Le degré d'ouverture, je vais vite parce qu'Antoine en a déjà parlé, mais le degré d'ouverture a joué surtout pour l'Allemagne, puisque c'était le pays le plus ouvert, c'est l'Allemagne qui a le plus souffert des confinements des autres pays. Donc la structure sectorielle, j'en ai parlé, donc peut-être se souvenir que le pays qui va le plus souffrir, c'est l'Espagne, la Grèce, parce que les secteurs qui sont durablement impactés, le poids de ces secteurs est bien plus important en Espagne. Alors en Grèce, il n'est pas là. C'est le Royaume-Uni, mais la Grèce, c'est épouvantable quand on le regarde, mais bien plus que l'Allemagne de ce point de vue-là. D'accord? Et les mesures budgétaires. Donc ça, c'est le point qui a été bien développé par Antoine. Mais on va essayer un tout petit peu d'y revenir, un peu moins dans le détail, puisque Antoine en a déjà dit beaucoup. Mais peut-être qu'au lieu, et c'est une autre façon, je vais encore apporter des chiffres et ça va peut-être encore bouleverser finalement le classement. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les annonces, on peut regarder ce que nous dit la comptabilité nationale. Qui a perdu? Et finalement, de se dire, c'est ça le vrai coût. Et alors, vous voyez, aujourd'hui, alors, il faut être très prudent, c'est la comptabilité nationale d'aujourd'hui, d'accord? Donc, d'aujourd'hui, c'est le dernier trimestre de 2021. On va avoir d'ici la fin du mois le premier trimestre de 2022, mais les comptes d'agents arriveront un tout petit peu plus tard. Donc, en fait, dans 2 mois, la photographie va encore un peu changer, d'accord? Mais si on prend la photographie d'aujourd'hui et qu'on regarde qui a perdu en revenus et qu'on place finalement en 3 agents, les administrations publiques, les ménages et les entreprises. Je ne vais pas au-delà de ça. Ok. On voit sans surprise que depuis 2019, et donc là je cumule 2020 et 2021, c'est le bleu marine qui a le plus perdu. Donc c'est bien les administrations publiques qui ont le plus souffert. Et donc c'est une façon de voir quelque part le coût de cette crise pour les finances publiques. D'accord? Vous voyez qu'en France, les administrations publiques ont perdu 162 milliards d'euros. Bon. C'est une autre façon de voir les choses. D'accord? C'est juste en termes de revenus. Et là, alors, soit vous le regardez en milliards, c'est le chiffre, soit vous le regardez en points de PIB. Bon, on voit que ça perd un peu plus que l'Allemagne, mais c'est à peu près comparable. Toute la différence est quand même en point de PIB relativement proche. Alors, les États-Unis, c'est beaucoup plus important de ce point de vue-là. Et l'Italie, c'est en milliards identique, mais en point de PIB bien plus important. Donc, c'est une première lecture, c'est-à-dire en gros, tout le monde et la France ne se distingue pas réellement dans cette grille d'analyse. Ensuite, intéressant, c'est regarder les 2 autres agents, entreprises et ménages. Alors, vous voyez, quand vous regardez les entreprises, commençons par les entreprises, donc c'est les sociétés non financières et les sociétés financières, elles ont perdu 60 milliards d'euros en France. Bon. Ce qui, là, pour le coup, les entreprises françaises se singularisent des autres, puisque, en gros, aux États-Unis, il y a plutôt des gains, au Royaume-Uni aussi, en Allemagne, c'est neutre, des gains en Italie, voilà. Il y a l'Espagne, il y a les Espagnols et les Français, entreprises, qui auraient perdu en revenus. D'accord? Et donc là, effectivement, c'est un premier constat.
de la comptabilité nationale, mais qui ne se traduit pas dans tous les chiffres. C'est-à-dire que, typiquement, quand on perd 60 milliards, on aurait dû avoir un peu plus de défaillances d'entreprise. Or, il y en a eu moins. Donc, ça veut dire que dans cette grille de lecture, on ne compte pas tout. On ne compte pas notamment toutes les dettes et tous les PGE. C'est-à-dire que les prêts garantis par l'État, comme les dettes fiscales, ne sont pas prises en compte dans la comptabilité nationale, puisque c'est pas encore avéré. C'est le jour où elles font faillite, oui. Alors, la dette, on la verra quelque part. Donc, tout ce qui est PGE, tout ce qui est dette fiscale, ça ne figure pas dans ce graphique-là. D'accord. Pour l'instant, c'est suspendu. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas encore la fin de l'histoire. Et le fait qu'il décale systématiquement le début du remboursement du PGE, ça finalement repousse le moment où, comme disait Antoine, la mer se retire. D'accord. C'est le jour où ces entreprises devront commencer à rembourser, où on verra celles qui sont viables, celles qui sont pas viables, et du coup, qui supporte le coût. Donc, on verra sans doute s'il y a des faillites, le coût pour l'État a augmenté, d'accord. Donc, le bleu marine a augmenté, mais les défaillances d'entreprises un peu remonté aussi. Là, aujourd'hui, sans faire une analyse très fine des entreprises zombies, vous pouvez en avoir une toute petite approche. Normalement, il y a 50 000 défaillances d'entreprises par an. Ça fait 2 ans où on tourne aux alentours de 30 000. Bon, c'est quand même pas complètement normal. On peut s'attendre à partir en 2022, dès qu'on commence à rembourser les PGE, à un peu plus de défaillances d'entreprises, ne serait-ce que pour rattraper une partie du retard, et que certaines entreprises, sans doute, auraient dû faire faillite et elles le feront un peu plus tard. Je passe vraiment plus vite. C'est vrai que ce qui différencie, ça c'est pas l'OFCE qui l'a fait, hein, mais globalement ce qui différencie les pays, bon, encore une fois, je mets un peu l'Espagne de côté, mais oui, c'est pas l'activité partielle. L'activité partielle, la France, on n'a pas fait beaucoup plus qu'ailleurs. Le Royaume-Uni, on a fait vraiment. Les prêts garantis, tout le monde en fait un peu, mais c'est les reports de charges ou les subventions. C'est-à-dire qu'on a fait un peu moins de subventions en France, il y a un peu plus de reports de charges. Bon, est-ce que si on transforme des reports de charges en subventions, on aurait quelque chose qui se ressemble. Je reviendrai là si j'ai le temps. En fait, ça n'a pas été si mal ciblé que ça, tout de même, ces aides, mais j'y reviendrai. Parlons, alors je reviens 2 minutes sur ce graphique, sinon, voilà. Il y a le 3e agent, c'est le ménage. Et là, on voit que les ménages, donc vous voyez, c'est le bleu un peu ciel, en France, les ménages ont gagné de revenus. C'est-à-dire que si je me compare à 2019, les ménages ont plus de revenus qu'en 2019. Alors, il y a une partie qui est normale, hein. Chaque année, les ménages s'enrichissent, hein. Mais globalement, il n'y a pas eu de perte de revenus de la part des ménages, à peu près 64 milliards. Et d'ailleurs, au passage, vous voyez, les communes françaises perdent 160 milliards de revenus. Il y en a 60 de pertes pour les entreprises et 60 de gains pour les ménages. Donc, on peut dire qu'il y a un quoi qu'il en coûte qui a marché de ce point de vue-là. Perte de 160, les finances publiques perdent 160. Après, il y a pas exactement la bonne cible pour les entreprises ménages, mais globalement, on est dans quelque chose qui est relativement équilibré, en tout cas en termes de pertes. Bon, 60 milliards de revenus supplémentaires. Et donc, vous voyez, vous avez des ménages, là, au sens très large, qui ont 60 milliards de revenus en plus qu'en 2019. Et pendant cette période-là, on les a plus ou moins empêchés de consommer comme ils le souhaitaient. Et ben, donc, il y a une surépargne qui s'est accumulée. Donc, c'était ce graphique-là. Mais on voit cette surépargne partout dans les pays développés. Vous voyez, en France, pour l'instant, notre évaluation est à 166 milliards. Bon, la Banque de France est à 170. Vous voyez, on n'est plus à 4 milliards près à ce niveau-là. Donc, vous l'avez à la fois, les chiffres, c'est en milliards de monnaie nationale, et vous l'avez en pourcentage du revenu sur cette échelle-là. Donc, vous voyez que vous avez entre 8 et 16% du revenu des ménages qui est pour l'instant pas de l'épargne, parce que c'est pas allé sur des comptes à maturité élevée, mais c'est pas non plus aller dans la consommation. C'est là où je voulais dire qu'une partie des plans de relance est allée et sont restés sur les comptes en banque des ménages, soit sur les comptes en banque, soit sur des livrets A qui sont assez liquides finalement. Et donc la grande question, c'est où vont aller ces milliards d'euros ou de livres sterling. Vous voyez que quand vous avez à peu près 8 à 10 points de revenus des ménages qui sont là sur les comptes en banque, vous avez 2 solutions. Soit une partie retourne dans la consommation, et là vous allez avoir, vous voyez,
des effets du plan de relance, parce que là, on peut se dire que ces plans de relance n'ont pas complètement porté leurs fruits. Ils sont encore sur les comptes des ménages. Et donc, soit ils vont aller dans la consommation, soit ils vont aller dans de l'épargne. Mais alors, dans quel type d'épargne? Est-ce qu'ils vont aller nourrir finalement des assurances vie et donc de la dette publique, quelque part, acheter de la dette publique, et donc les taux d'intérêt sur la dette publique ne vont pas augmenter? Est-ce que ça va aller dans l'immobilier? Est-ce que ça va aller sur des marchés boursiers? Donc, auquel cas, les bourses vont monter ou les prix de l'immobilier vont augmenter. Et là, c'est un peu ce que disait Antoine, les inégalités vont être aussi accrues par ces mécanismes-là. Mais oui, là non plus, la messe n'est pas encore terminée. Pour l'instant, on observe encore au 4e trimestre 2021 que la surépargne n'est pas achevée. C'est-à-dire que encore au 4e trimestre de 2021, les ménages épargnaient plus que avant la crise. Donc on avait encore des taux d'épargne qui étaient un peu plus élevés. On n'était pas revenu au taux d'épargne d'avant crise. Donc ce phénomène de surépargne est encore présent et va bouleverser la suite des événements. En tout cas, ça sera une variable clé. C'est trop fort pour que ça n'ait aucune incidence. Vous voyez, pour avoir juste un ordre de grandeur, on avait fait l'exercice. Imaginons que 20% de cette surépargne dans ces grands pays retourne dans la consommation. Que 20%, donc un cinquième. Là, ça vous fait 2 points de croissance en plus en France. 2 points de croissance en plus. Oui. Donc, et donc, bien sûr, en termes d'inflation, vous gagnez encore quasiment 1 point d'inflation en plus. Donc, vous voyez, c'est des hypothèses. On ne met pas ça en prévision parce qu'on ne sait pas dire ce que vont faire les ménages. Et globalement, c'est extrêmement important pour comprendre la suite et se dire que tout cet argent public n'a pas encore porté ses fruits, n'est pas encore complètement retourné dans l'économie. Alors, bien sûr, cette surépargne, mais ça a été dit par Antoine, le graphique est là, a été extrêmement inégalitaire. C'est-à-dire que quand vous le classez en déciles de revenus, bien sûr, tous les déciles n'ont pas profité de cette surépargne. On voit même dans les 20% les plus modestes, une des épargnes. Ça, on le doit au CAE, ce graphique-là, il n'a pas complètement mis à jour, mais globalement, l'idée est assez intuitive, effectivement, puisque ce qu'on a empêché, c'est plutôt de la consommation de services et plutôt du tourisme, des restaurants, théâtres, etc., dont le poids est un peu plus important chez les ménages aisés que chez les ménages d'emballe de distribution. C'est le premier élément qui permet d'expliquer. Et Antoine l'a rappelé, puisque on a plutôt subventionné de l'emploi, enfin les salaires des emplois en CDI. Forcément, dès que vous êtes chômeur ou quand vous êtes en CDD, l'activité partielle n'a pas fonctionné. Donc, sans doute aussi le revenu a été moins préservé dans le bas de la distribution. Donc, dans le bas de la distribution, non seulement votre revenu n'a pas été aussi bien préservé, et en plus, finalement, votre consommation incompressible, elle était incompressible. Voilà. Et donc, tout ce qui a été empêché, c'était la consommation qui ne représentait rien. Et donc, du coup, globalement, c'est comme ça que ce résultat peut s'expliquer assez facilement. Je finirai peut-être mes 20 minutes par ce qu'on peut dire sur l'emploi. Est-ce que globalement, ça a permis tout de même de sauver de l'emploi, ce type de dispositif? Parce que c'est effectivement une grande différence entre cette crise sanitaire et la crise de 2008. Est-ce que l'idée, c'est d'aider uniquement le revenu ou aussi différemment, aider l'emploi en se disant qu'en aidant l'emploi, on va aider le revenu et que sans doute la reprise serait un peu plus forte si on maintenait à la fois le tissu productif, on a dit, plus de défaillances d'entreprise, donc un tissu productif qui est maintenu et un pouvoir d'achat des ménages qui est maintenu aussi parce que l'emploi a été maintenu. Alors, comment se lit ce graphique? Un peu compliqué, mais bon, c'est pour ça que je vais garder les 3 minutes qui me restent pour vous commenter et essayer du coup de répondre à la question de Frédéric, qu'est-ce qui va se passer, ou en tout cas quelle est notre vision et notre hypothèse pour l'avenir. Donc, en orange, vous avez, si on prend nos modèles, ce qu'on aurait dû détruire d'emplois, compte tenu donc, des chiffres d'aujourd'hui, du 4e trimestre 2021, d'accord? Quand on met ça dans nos modèles, en disant, voilà, l'activité est à peine revenue au niveau d'avant-crise, combien d'emplois on aurait dû détruire, compte tenu des tendances de productivité et d'une équation économétrique qui marchait avant la crise. Vous voyez que, si je prends le cas de la France, d'accord, on aurait dû détruire de l'emploi, on aurait dû détruire, aujourd'hui on devrait avoir 342 000 emplois en moins que 2019. D'accord? En fait, on en a 410 en plus.
Oui, ça, c'est quand même quelque chose qui est difficilement explicable pour nous. Donc, normalement, je répète, on aurait dû avoir des destructions d'emplois compte tenu du chute d'activité et du fait que c'est sectoriel, d'accord, et donc ça va toucher plus des secteurs à basse productivité qu'à haute productivité, d'accord, et donc selon les éléments, ok, on aurait dû avoir donc 342 000 destructions d'emplois. Ce que nous dit la comptabilité nationale aujourd'hui, c'est plus 410, d'accord. Alors une partie de ces 410 s'explique par le fait que on n'est pas revenu encore aujourd'hui à la durée du travail d'avant crise, c'est-à-dire que globalement l'activité partielle est encore présente, dans un peu moins que pendant la crise, mais il y a encore de l'activité partielle, et donc la réduction du temps de travail a permis de maintenir un certain nombre de salariés en emploi, d'accord, et donc du coup, si on l'avait pas fait, on n'aurait que 200 000 emplois, d'accord. Donc il y a une partie qui s'explique par ça, mais qu'une partie. Et donc quelque part, il y a de la rétention de main-d'œuvre, et on le voit dans quasiment tous les pays. D'accord, donc peut-être une autre façon de dire que ce graphique, et là, comme ça le chiffre sera peut-être plus explicite, c'est que globalement, pour nous, le fait d'avoir joué sur la durée du travail, un peu partout dans les pays, ça a maintenu de l'emploi. Alors, après, est-ce que ça va continuer à le maintenir? Est-ce que c'est bon de maintenir longtemps des gens en activité partielle sans les former, sans rien leur demander? Ça, bon, peut-être qu'ils vont perdre en productivité, enfin, c'est des éléments. Mais si on passe cette question-là, à court terme, en tout cas, on peut expliquer les bons résultats en termes d'emploi, en partie par la durée du travail, mais pas que. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle la rétention d'emploi. Alors, j'aurais pu utiliser un autre mot. C'est la mesure de notre ignorance, qu'on n'arrive pas, nous, à expliquer. Compte tenu du coût du travail, compte tenu de la durée du travail, compte tenu des tendances de productivité, et en prenant les vrais chiffres d'activité, d'accord, eh ben, pour nous, il y a 500 000 emplois, pour faire simple, qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant, parce que il y a plusieurs hypothèses. Alors là, peut-être que je vais mettre plus de flou que de réponses pour Frédéric, mais il y a deux choses. Une, soit c'est nos modèles qui sont plus bons. C'est-à-dire que les tendances de productivité que l'on avait juste avant la crise sont plus bons. Vous voyez, typiquement pour la France, la tendance de productivité, ça tournait aux alentours de 0,8 annuel. D'accord. Avec cette crise, il y a une vraie rupture dans la productivité, et celle-ci va être durablement plus basse, voire même négative. Là, quelque part, on est en train de nous dire qu'on est dans un moment de productivité négative. Donc, première explication, c'est ça. C'est qu'on a changé de monde, et que cette crise, et que les conséquences de cette crise, ça va être des niveaux de productivité beaucoup plus faibles, en taux de croissance, voire pourquoi pas négatif. Vous voyez, si c'est négatif, ça pose des vrais problèmes. C'est bien pour l'emploi, parce que maintenant, on crée facilement de l'emploi. Et oui, si vous voulez augmenter les salaires dans des moments où la productivité baisse, ça va complexifier un peu l'histoire. Bon, premier côté. J'y crois pas beaucoup, mais on est obligé de l'établir. La deuxième, c'est que on a sauvé transitoirement beaucoup d'entreprises. C'est ce que Antoine appelait les entreprises zombies. Vous voyez, c'est les défaillances d'entreprises. Et du coup, on a maintenu en vie ces entreprises-là, et donc on a fixé des salariés dans ces entreprises-là, et donc il est possible que voilà, c'est juste cela, c'est qu'on a fixé des entreprises, il y a eu moins de défaillances, il y a eu aussi moins de destruction d'emplois, mais le jour où la mer se retire, on va voir se retirer ces emplois-là. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, après je donnerai un classement si vous voulez, mais la troisième possibilité, c'est que, en gros, c'est les entreprises qui maintiennent, c'est un changement de comportement des entreprises, qui préfèrent maintenir en leur sein beaucoup d'emplois. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ont morale. Alors, ça, c'était bien entendu juste avant la crise ukrainienne. Mais quand on regarde en Europe, alors je vais vous montrer plus en France, les entreprises ont énormément un climat de confiance qui est très élevé. Vous voyez, que ce soit dans l'industrie, dans les services, on a des niveaux élevés. Alors pourquoi elles ont partout en Europe des niveaux de climat de confiance aussi élevés? C'est qu'elles ont des carnets de commandes qui n'ont jamais été aussi bien remplis. C'est ce graphique-là. Et vous voyez que ce soit en Italie, en France, en Espagne, voire même en Allemagne, d'accord, elles n'ont jamais eu devant elles autant de mois déjà de production assurée compte tenu de leur carnet de commandes. Et donc, vous voyez, si vous êtes dans ce sentiment-là, que vous avez un trop-plein quasiment de carnet de commandes, que ça va repartir,
d'accord? Ben, il est possible de se dire, je maintiens de l'emploi encore parce que si je licencie aujourd'hui et que ça repart demain, je vais avoir beaucoup de mal à reproduire. Alors, c'est ce qu'elles nous disent, vous voyez, lorsque vous regardez les enquêtes, c'est-à-dire que quand vous regardez pourquoi elles ne produisent pas, vous avez soit des problèmes de demande, soit des problèmes de recrutement, soit des problèmes d'approvisionnement, soit des problèmes financiers. Vous voyez, avant la crise sanitaire, c'était relativement bien équilibré ces deux freins. Ça, on est dans l'industrie. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un problème d'approvisionnement. C'est très clairement un problème d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas produire parce qu'on est encore dans un choc d'approvisionnement. Vous voyez, c'est la barre rouge de McKibben. On en est là. Mais ça va se lever. Et le jour où ça se lève, ça va repartir très fortement. En plus, il y a de la surépargne, ça va repartir. Donc, il faut que je garde de la main-d'œuvre disponible parce que ça va repartir du jour au lendemain. Quand je suis dans les services, bon, c'était un peu moins équilibré. Vous voyez, avant la crise, il y avait beaucoup de difficultés de recrutement. C'était ça le principal frein. Ben, aujourd'hui, ça reste ça. Donc, dans les services, c'est les difficultés de recrutement. Mais on a aussi, si vous dites que le principal frein, c'est les difficultés de recrutement, ben, bon, même si votre activité n'est pas encore au beau fixe, ça peut être coûteux aujourd'hui se débarrasser de la main-d'œuvre si demain vous allez devoir recruter. Et donc, c'est une autre hypothèse. Encore une fois, aujourd'hui, on est sûr de rien, mais il y a quand même cette idée potentielle que les entreprises, compte tenu aujourd'hui des freins, eh ben, maintiennent une partie de leur main-d'œuvre inutilisée en leur sein, en se disant ça va repartir. Alors attention, ça ne peut pas durer longtemps, ces éléments-là. Donc ça veut dire que les gains de productivité ne sont pas tendanciels, mais ne sont que transitoires. C'est un gros cycle de productivité très marqué. Mais ça veut dire que demain, imaginons que ça soit ça l'hypothèse, eh ben demain la croissance sera beaucoup moins riche en emploi. Et donc ça veut dire que, attention, les bons chiffres de création d'emplois qu'on a pu observer, d'accord, bah, peut-être qu'ils seront un peu moins bons dans les mois ou trimestres à venir, parce que si ça devait repartir, donc là je ne parle pas de la crise du crédit, etc., mais si ça doit repartir, bah, le chômage baissera moins vite parce que l'emploi progressera moins vite. Donc vous voyez, dans les tuyaux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'incertitudes, ça c'est certain, mais il y a beaucoup de choses et on peut considérer que toutes ces mesures qui ont été mises en avant, d'accord, eh ben, n'ont pas encore porté leurs fruits en termes d'activité, mais ont peut-être plus que porté leurs fruits en termes d'emploi. C'est ma dernière phrase avant de lancer la discussion.